Pour ce 30e épisode, nous recevons Mathieu Harel qui va nous parler d'immobilier. Nous allons aujourd'hui dresser le portrait actuel du marché immobilier, comprendre les REIT, comparer l'immobilier avec la bourse, aborder les différents types d'immeubles et plus encore. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue au podcast La Vraie Valeur. Alors aujourd'hui, on va recevoir Mathieu Harel qui va nous parler d'immobilier. Il n'y a pas encore eu d'épisode sur l'immobilier jusqu'à maintenant au podcast La Vraie Valeur et c'est Mathieu qui m'a approché pour qu'on collabore à ce sujet. Donc on va discuter de ça aujourd'hui et on va essayer de dresser un portrait actuel de l'immobilier et de faire des liens avec l'investissement valeur. Donc débutons dès maintenant. Bonjour Mathieu, merci d'être à l'émission aujourd'hui. Salut Jonathan, ça me fait plaisir. Je suis bien content de venir parler de ça avec toi aujourd'hui. Super. Donc, si tu pouvais commencer par nous parler un peu de toi et de décrire ton cheminement. Parfait, Jonathan. Moi, de mon côté, j'ai 24 ans. J'ai fini l'université il y a 2 ans en finance à l'UQTR. Moi, je suis entrepreneur, donc j'ai eu plusieurs projets en commençant par une pizzeria, puis ensuite de ça, j'ai repris l'entreprise de mon père, puis c'est maintenant ça qui est mon travail à temps plein. Mais sur le side, en même temps, j'ai toujours fait de l'immobilier. Fait que dès que j'avais 19 ans, j'ai commencé en m'achetant un duplex, puis par la suite, j'ai grossi mon parc pour maintenant être rendu avec 24 logements au total à Trois-Rivières. Moi, c'est là que je viens, fait que c'est là mon marché aussi que j'ai tous mes immeubles. Puis sinon, en dehors de ça, je suis un investisseur vraiment valeur dans mon approche. Donc, c'est pour ça que j'ai été vraiment intéressé par ton podcast puis que je t'ai approché. Puis l'immobilier, justement, c'est vraiment une approche valeur de l'investissement selon moi. Ça dépend des marchés, on va pouvoir en parler plus tard. Là, fait que c'est pour ça aujourd'hui que je vais vous en parler un petit peu plus sur comment on peut relier l'investissement valeur à l'immobilier. Donc, au début des années 90, c'était intéressant de s'intéresser, en fait, de regarder l'immobilier parce qu'on pouvait trouver des bons rabais. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui regardent les prix puis ils trouvent ça élevé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que les prix en immobilier sont élevés? Peut-être qu'on peut comparer Montréal avec les régions. C'est certain que l'immobilier, c'est plus la même affaire qu'avant parce que c'est beaucoup plus populaire. Maintenant, tu sais, si tu t'intéresses à l'immobilier, c'est facile de trouver des podcasts, des formations, des livres, tandis que dans les années 90, il n'y avait pas encore eu l'essor d'Internet, c'était un peu moins facile. Fait que Mhm. moins d'investisseurs, moins de demandes. Fait que vu qu'il y avait moins de demandes, il y avait plus de facilité à trouver des bonnes occasions sur le marché. Puis là, avec le temps, ça s'est développé, ce qui fait que maintenant, dans des marchés comme Montréal, oui, je trouve que c'est très cher. Québec aussi, ça commence à être très cher, sans parler surtout de Toronto et Vancouver, où c'est vraiment pas touchable, qu'on pourrait dire. Là. Mhm. Mais sinon, dans les régions, si on est à Trois-Rivières comme moi, Sherbrooke ou d'autres petites municipalités au Québec, il y a encore moyen d'aller chercher du rendement, mais ça dépend toujours de la capacité qu'on a, puis si on est imaginatif pour aller chercher des mises de fonds. Mais oui, je trouve que le marché est un peu élevé, surtout maintenant après la pandémie. Là, ça a encore plus augmenté. Là, fait que, il y a de la difficulté à aller trouver des immeubles qui ont des cash flows positifs. Puis ça, ben, c'est un frein aux petits investisseurs, c'est certain. Ouais. Ça me fait passer aussi en bourse, dans le temps, il fallait commander les rapports annuels, il fallait commander les rapports trimestriels. Donc, on pouvait sauter plus rapidement. On pouvait trouver en fait plus d'aubaines sur les marchés. Donc, c'est un peu comme l'immobilier. Puis, selon toi, ça va-tu durer longtemps, les prix hauts comme ça? Je pense que oui, parce que dans l'immobilier, c'est rare qu'on a vu des reculs des prix. C'est sûr que là, si on pense à 2008 aux États-Unis, il y a eu des gros reculs de prix parce que c'était une crise qui touchait directement l'immobilier. Mais sinon, l'immobilier en général, c'est surtout relié à l'inflation parce que l'immobilier, c'est un bien, c'est une bâtisse, donc c'est directement touché par l'inflation, tout comme les matériaux qui constituent la bâtisse. Donc, quand on est lié à l'inflation, tant qu'on va avoir une inflation positive au Canada, selon moi, l'immobilier, ça reste une bonne valeur refuge qui va toujours augmenter selon certains critères. Tu sais, des fois, c'est plus selon le marché, des fois, c'est plus selon l'inflation. Mhm. Mais non, je pense que selon moi, ça reste que la valeur va toujours continuer d'augmenter un petit peu parce que
l'inflation augmente toujours. Puis sinon, là, plus qu'il va y avoir d'investisseurs qui vont vouloir embarquer là-dedans parce que c'est payant, plus encore là que les prix vont augmenter. Peut-être qu'avec là, l'augmentation qu'on a connue dans la dernière année, ça va peut-être stagner un peu, là, mais Ouais, ça monte trop rapidement? ben, moi, je trouve que ça a monté trop rapidement, mais c'est certain qu'il y OK. a plusieurs facteurs qui ont touché ça. De base, c'est surtout le coût des matériaux qui ont eu un impact direct parce que là, avec les matériaux de construction qui ont beaucoup augmenté avec la pandémie, ben là, logiquement, ça fait augmenter le prix des constructions neuves. Ça fait augmenter le prix des constructions neuves, ça fait augmenter un peu le prix des constructions existantes. Fait que là, ça a eu un gros boom, mais je pense que ça va se stabiliser dans les prochaines années, là, à part si le confinement dure ou on a d'autres perturbateurs comme ça. OK. Et maintenant, je voulais rentrer peut-être un peu plus dans les REIT. Si tu pouvais nous définir c'est quoi un REIT et peut-être nous donner un exemple. Ouais, les REITs, ça se trouve être une bonne technique pour investir en immobilier quand on n'a peut-être pas le cash de départ qu'il faut pour acheter une bâtisse. Un REIT, qu'est-ce que ça se trouve à être? C'est une action qui est en bourse, donc un Real Estate Investment Trust. Donc, ça, c'est des entreprises en bourse comme les autres qu'on voit, que ce soit Power Corporation, Banque nationale, etc. C'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être une société, c'est une fiducie. Et cette entreprise-là a des immeubles, donc génère des revenus, puis donne beaucoup de dividendes. Le but de ça, c'est justement de générer des revenus. Fait qu'au Québec, les plus populaires, souvent, ça se trouve à être Cominor. Cominor, c'est des centres d'achat. Donc, c'est exactement ce principe-là. Les autres qui ont des centres d'achat, c'est avec ça qu'ils créent des revenus, qui créent des bénéfices et ils redistribuent leurs bénéfices aux actionnaires. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon moyen de commencer en immobilier puis d'aller chercher un bon rendement parce que souvent, ces actions-là, ils donnent des dividendes élevés entre 3 et 10 dépendant de ceux vers lesquels on va. Mhm. Puis en plus, on peut choisir le créneau qu'on veut. Donc, si on veut investir dans l'immobilier commercial parce qu'on pense que ça a du potentiel, on peut aller là. Si c'est plus l'industriel, il y a aussi des actions qui sont tournées vers ça, le résidentiel. Fait que c'est une bonne façon de se tourner vers ça si on n'a pas les moyens d'investir directement dans un plex. Puis, en plus de ça, souvent, ça répond beaucoup à l'investisseur valeur parce qu'on a un actif qui est tangible dans l'entreprise. On a une facilité d'aller voir les états financiers puis de dire ça, c'est la valeur des immeubles qui est accordée, ça, c'est les hypothèques qui sont reliées. Donc, on a les actifs, on a les passifs, puis on peut trouver une valeur réelle de capitaux propres à l'entreprise, puis savoir si on fait un bon deal ou non, ce qui est la perle rare pour un investisseur valeur. Mhm, exactement. Et là, tu as abordé différents types de REIT comme commercial, industriel. Est-ce qu'il y aurait différents niveaux de risque selon les types de REIT? Bien, c'est certain que si on va avec de l'immobilier commercial, on peut considérer qu'il y a un plus grand risque parce que justement, si l'économie est touchée, comme justement dans la crise du coronavirus cette année, Mhm, les REIT qui étaient reliés au commercial ont beaucoup baissé. Bien, l'ensemble des REIT puis l'ensemble de la bourse a baissé, mais les REIT qui étaient commerciales ont beaucoup baissé parce que les gens se sont dit ah, il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite, donc ça va occasionner des pertes pour ces entreprises-là. Sinon, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont dit avec le télétravail, c'est certain qu'il n'y aura plus des locations à si haut prix dans les grandes villes. Donc, ça va impacter cette entreprise-là. Disons qu'on prend Cominor, justement, les centres d'achat, ça a été touché. mhm, C'est certain que dans le commercial, il y a un plus gros risque que dans les REIT qui sont résidentiels. Sinon, il y en a d'autres, des REIT résidentiels, que ça se trouve à être, qui sont propriétaires de des plex. C'est sûr que c'est des gros plex, des 100, 200, 300 unités. Mais ça, les gens qui sont là, c'est des gens qui vivent dans leur appartement. Donc, c'est certain qu'ils vont payer leur loyer le plus possible pour ne pas se faire évincer. Donc, il y a un risque qui est moindre vers les résidentiels par rapport au commercial, tout comme aussi si on est investisseur et qu'on achète une bâtisse soi-même, c'est moins risqué d'être dans le résidentiel que dans le commercial parce que les gens, c'est leur chez eux, donc ils ne veulent pas perdre leur chez eux, donc ils vont payer, contrairement à ce qu'une entreprise a plus de chances de faire faillite que quelqu'un ait une difficulté à payer son loyer. Là. mhm. Mais généralement, une règle générale, c'est plus qu'on prend de risques, plus qu'on aurait de rendement. En temps normal, est-ce qu'un REIT commercial donnerait plus de rendement? Logiquement, oui. Logiquement, les REIT commerciales donnent un meilleur rendement que les REIT résidentiels. Si on regarde des REIT que moi j'ai investi beaucoup, là, un qui est Kiliam Apartment, qui sont des appartements dans les maritimes, ils vont donner un dividende de 3 tandis que BTB, un qui est un REIT commercial du Québec, eux, ils vont donner un dividende d'environ 10 en ce moment. Fait que c'est sûr qu'il y a vraiment
une différence qu'on peut voir marquée, mais encore là, c'est régi par l'offre et la demande de l'achat et de la vente des actions. Donc, ça va tout dépendre de la popularité puis de s'il y a des investisseurs qui investissent là-dedans. Mhm. Et un peu plus tôt, tu as parlé de l'impact de l'inflation sur l'immobilier, que ça a fait monter les Mhm. prix. Peut-être donner un peu ton point de vue à long terme, l'impact de l'inflation. Bien, c'est sûr que quand on a une bâtisse de base en immobilier, il y a trois manières de faire de l'argent. Il y a le cash flow. Dans le fond, ça, c'est après, lorsqu'on reçoit nos loyers, ensuite, on paye les dépenses liées à la bâtisse. Après ça, on paye notre hypothèque. Ce qui reste à la fin, c'est dans nos poches. Ça, c'est la première façon de faire de l'argent. Ensuite de Mhm. ça, il y a la capitalisation. Lorsqu'on paye notre hypothèque, il y a une partie qu'on rembourse notre prêt. Donc, ça aussi, un jour, ça va finir par nous revenir parce qu'au bout de 25 ans, disons, on va avoir fini de rembourser notre prêt. Puis la dernière façon, c'est l'augmentation de la valeur de la bâtisse. Donc, si on achète une bâtisse de 200 000 aujourd'hui, puis que cette bâtisse-là suit l'inflation, augmente de 2 par année, dans 10 ans, elle ne vaudra pas 200 000. Donc, c'est pour ça qu'il y a un lien direct entre l'investissement immobilier et l'inflation parce que les bâtisses, c'est un bien qui va suivre l'inflation généralement. Donc, c'est sûr que si on regarde à long terme, si l'inflation est stable puis reste environ à 2 comme la Banque du Canada essaye de le faire, bien, logiquement, les bâtisses vont suivre un peu cela. Puis en plus de ça aussi, souvent les immeubles, les immeubles résidentiels, les plex, leur valeur va dépendre de les revenus qu'ils rapportent, donc des loyers. Puis, logiquement, les loyers aussi vont monter selon le coût de la vie, fait que selon l'inflation. Donc, il y a une très grande logique pour dire que l'immobilier va suivre l'inflation ou encore mieux si les multiples de revenus s'améliorent encore là. Mhm. Tu as abordé un peu BTB, pourrais-tu nous en parler plus? Oui, BTB-UN, ça se trouve à être la deuxième plus grosse fiducie immobilière au Québec. Moi, je suis tombé sur ce titre-là il y a plus de 5 ans, puis on dit qu'il faut souvent pas faire ça en bourse, mais je suis tombé en amour avec ce titre-là. Pourquoi? Parce que moi, je suis un investisseur valeur, puis je voyais beaucoup de valeur dans ce titre-là, puis je me suis rendu compte en regardant les états financiers qui étaient, comme on peut dire, à rabais. Donc, je l'avais dans mon portefeuille, je l'aimais bien, ça donnait un bon dividende. Mais là, avec la crise du coronavirus, justement, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont eu peur, vu que BTB ont beaucoup de bureaux et beaucoup de commercial. Donc, le prix est baissé beaucoup en deçà de la valeur que moi j'y donnais. Donc, pour un investisseur valeur, c'est ce qu'on cherche. On cherche à acheter quelque chose moins cher que ce que ça vaut pour Mhm. nous. Donc, moi, je trouvais que c'était un bon moyen d'investir et d'être sûr à long terme d'en avoir pour mon argent. Donc, mais sinon, BTB, c'est mon favori, mais il y en a plusieurs autres au Québec puis au Canada qui pourraient faire votre affaire. C'est sûr qu'il faut avoir un petit peu un background de comptabilité ou être capable de lire des états financiers pour être capable de dire si on paye le bon prix. Puis, de toute manière, si vous êtes un investisseur valeur, ça va toujours être une force d'être capable de lire des états financiers. Mhm. Puis c'est quoi que tu regardes surtout quand tu fais une analyse? Ben, moi, je regarde l'actif de l'entreprise par rapport à ses dettes, puis ça me donne ensuite de ça le capitaux propres de l'entreprise. Si on divise les capitaux propres de l'entreprise par le nombre d'unités ou le nombre d'actions en circulation, ben, on sait combien vaut notre action. C'est OK. sûr que là, dans une autre type d'entreprise, c'est un petit peu plus difficile à dire parce qu'il y a plusieurs sortes d'actifs. Des fois, il y a des actifs intangibles, du goodwill, des choses comme ça qui n'ont pas nécessairement de valeur à la liquidation. Tandis que si on va avec une fiducie immobilière, presque la totalité de ces actifs, ça va être des immeubles. Donc, ils donnent une valeur à l'immeuble. Peut-être que la valeur qu'ils donnent est un petit peu boostée, mais malgré ça, il y a une valeur qui est donnée. Puis, on a la valeur des dettes. Les dettes, ça va être des débentures, sinon, ça va être des hypothèques. Fait que ça aussi, ça a une valeur réelle, tangible. Donc, si ensuite de ça, on trouve la valeur en capitaux propres d'une action, bien, on sait que c'est quelque chose qui est fiable, une valeur qui est fiable. Donc, encore là, si on voit que la valeur de notre action dans cette fiducie immobilière-là vaut 5 puis que le prix se négocie à 3 bien là, c'est sûr qu'on achète l'action à rabais. Ça ne veut Mhm. pas dire qu'elle va monter à 5 un jour, mais on sait qu'on a un risque qui est réduit parce qu'on paye notre action à rabais. Ça, c'est ma vision des choses. C'est la façon que je le fais, mon calcul en tant qu'investisseur valeur. Il y en a d'autres qui voient aucun intérêt là-dedans, mais moi, dans mon créneau d'investisseur valeur, c'est comme ça que je procède pour les fiducies immobilières. OK. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter sur les REIT? Non, je pense que c'est bon OK. à développer. Les gens peuvent aller regarder tous ceux qu'il y a. Il y a même des listes qui sont disponibles avec tous ceux au Canada. Moi, je m'amuse des fois à regarder ça puis à voir ceux que je ne connais pas. Je commence à bien les connaître. Puis, selon moi aussi, il va y avoir une poussée des REIT lorsque
lorsque la pandémie va être terminée parce que la valeur de ces titres-là est directement liée au taux d'intérêt parce que toutes leurs dettes sont régies par les taux d'intérêt. C'est soit des débentures, soit des hypothèques. Puis les taux d'intérêt ont beaucoup baissé. OK. Donc, les fiducies immobilières devraient commencer à payer moins cher en intérêt qu'ils le faisaient Ouais. auparavant. Puis pourtant, les titres sont encore sous-évalués par rapport à avant la pandémie. Pour Mmh. certains titres, comme justement BTB ou Cominor, sont dans le commercial, il y a encore du risque à cause de la pandémie, je comprends ça. Mais si on se tourne vers des titres, des fiducies immobilières résidentielles, là, j'ai de la misère à comprendre comment que ça peut ne pas avoir un impact, les taux d'intérêt, un impact positif sur ces entreprises-là dans les 2-3 années à venir. Donc, si vous pouvez faire vos recherches là-dessus, d'après moi, vous allez trouver quelque chose d'intéressant. Donc, dans le fond, quelqu'un qui veut se lancer en immobilier, vraiment, les REITs, ça serait super bon pour eux. Non, je dirais que justement, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens OK. encore d'investir dans un plex, c'est bon. Mais sinon, si vous voulez investir en immobilier dans un plex, moi, je dirais que le plus important, c'est surtout d'avoir une rentabilité en cash flow. Fait que votre immeuble, il faut que vous n'ayez pas besoin de sortir de l'argent de vos poches à tous les mois pour payer les comptes. Il faut que les loyers de vos locataires qui soient là couvrent tous les postes de dépenses, puis aussi votre hypothèque. S'il reste de l'argent au final, fine, c'est ça qu'on veut. Mais comme que j'ai dit, le cash flow, c'est seulement une des 3 façons de faire de l'argent avec l'immobilier. Donc, disons que vous achetez un plex puis qu'à la fin de l'année, il reste 0 $ après avoir payé votre hypothèque puis payé vos dépenses. OK, vous ne faites pas de cash flow net, mais vous capitalisez. Ça veut dire que vous payez votre hypothèque puis au bout de 25 ans, la bâtisse va être à vous. Puis en plus de ça, vous profitez de l'augmentation de la valeur des bâtisses. Donc, votre bâtisse que vous avez payé 200 000 aujourd'hui, disons que durant les 25 années que vous le détenez, vous ne faites pas une scène avec en cash flow. Il n'y a pas une scène qui vous reste. Vous payez vos dépenses, vous payez votre hypothèque, il ne reste pas un rond. Bien, cet immeuble-là, quand vous allez la revendre dans 25 ans, vous n'aurez plus d'immeuble dessus, vous n'aurez plus d'hypothèque dessus. Donc, la valeur totale du gain en capital va vous revenir. Si vous habitez à l'intérieur, vous allez pouvoir avoir une déduction en plus pour payer moins d'impôts. Mais sinon, de toute manière, c'est le gain en capital, donc imposable seulement à moitié. Je pense qu'il y a moyen de faire de l'argent de cette façon-là, puis que c'est une bonne façon pour des jeunes investisseurs de faire un investissement à long terme. C'est ça qui va peut-être qui va être moins attirant pour certains. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'argent à court terme, mais Mhm. si ça vous intéresse, l'immobilier, ben, il y a un très gros potentiel de faire de l'argent à long terme. Donc, il faut être patient. Ça revient un peu à l'investissement en valeur. Jonathan, je sais que tu aimes Warren Buffett. Lui aussi, il a cette mentalité-là. Ouais. Ben, ça va vous rejoindre directement parce que les chiffres vont être là. Vous allez pouvoir prévoir votre rendement dans le temps. Si vous êtes capable de prévoir que vous allez faire un rendement de 15 annuel pendant une longue période, ben c'est vraiment gagnant. Donc, c'est ça qui est le fun avec l'immobilier. C'est quand même sûr. Il faut prévoir les réparations puis l'entretien, Mhm. mais c'est une grosse opération, mais qui peut être très rentable dans le temps. OK, super. Et maintenant, peut-être des conseils pour ceux qui commencent. Ça serait quoi les erreurs en se lançant en immobilier? C'est quoi la plus grosse erreur que tu as faite? La plus grosse erreur que j'ai faite, ben, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt, pour vrai, je OK. dirais. Parce que souvent, en immobilier, on dit don't wait and buy real estate and wait. Ça veut dire investis puis attends après. Brette pas avant d'acheter. Parce que c'est sûr que c'est une grosse décision, acheter un plex. Il ne Ouais. faut pas prendre le premier venu, mais il ne faut pas se mettre à trop attendre de trouver la perle rare, trouver un deal, parce que des deals en immobilier, il y en a de moins en moins, même si je dirais qu'il n'y en a plus. Il y a trop d'investisseurs en ce moment sur le marché pour qu'il y ait des deals en immobilier. Donc, si vous attendez un deal, peut-être que vous allez vous réveiller dans 5 ans puis vous dire bon, finalement, je n'en ai pas acheté. Puis si j'aurais acheté celle-là qui n'était peut-être pas parfait, bien, maintenant, avec l'augmentation de la valeur, j'aurais été gagnant. Fait que moi, ce Mhm. que je vous dis, c'est foncez, commencez le plus vite possible. Puis, comme je vous dis, vu que c'est un investissement à long terme, le plus tôt qu'on commence, le plus vite qu'on avance vers notre objectif de tant de temps qu'on veut détenir les bâtisses. Donc, je pense que c'est ça mon erreur de ne pas avoir commencé plus tôt. Fait que ce que je vous dis, c'est foncer là-dedans puis allez-y rapidement. Si vous n'avez pas les moyens de le faire, c'est souvent ça le frein à commencer tôt. Bien, je vous dirais que le plus facile, c'est d'aller avec des prêteurs privés. Donc, si vous avez besoin, je ne sais pas, d'une mise de fonds de 40 50 000 pour acheter une bâtisse, mais vous n'avez pas cet argent-là, trouvez-la. Trouvez-la. Comment Mhm. qu'on la trouve? On l'emprunte à nos parents. Ça se trouve à être la façon la plus facile. C'est sûr qu'il faut que ça soit un contrat, que ça soit clair, ou sinon, si vos parents ne sont pas en moyen, vous pouvez toujours aller voir un investisseur
qui va vous le prêter. Vous connaissez le père de votre ami que lui a bien de l'argent puis il cherche un endroit à aller faire du rendement. Rencontrez-le, dites-lui, regardez, moi, je vais donner tant de pourcentage de rendement sur le prêt que vous me feriez. Ça peut juste être gagnant pour lui puis gagnant pour vous. Donc, je pense qu'il faut être créatif, il faut être imaginatif Mhm. pour pouvoir acheter le plus rapidement possible. Puis après ça, ben là, vous allez pouvoir refinancer, vous allez pouvoir faire de l'argent sur votre bâtisse en cash flow pour la réinvestir. Là, ça va commencer, la machine va être partie puis elle va commencer à rouler tout seul. Puis sinon, ben, la meilleure façon d'avoir de l'argent pour investir, si c'est ça notre frein, ben, c'est d'épargner. Ça, je le dis jamais assez souvent. Ben, c'est épargner de l'argent. Si vous l'avez pas, vous n'avez pas un assez gros montant encore pour racheter un PLEC, justement, tournez-vous vers la bourse, vers des REIT, investissez là-dedans jusqu'à temps que vous ayez assez d'argent pour mettre une mise de fonds. Puis là, vous allez pouvoir partir. OK. Et selon toi, c'est quoi le plus gros mythe qu'on retrouve en immobilier? Le plus gros mythe, moi, je pense que il y en a peut-être bien gros qui vont être contre moi, mais je pense que le plus gros mythe, c'est que c'est difficile. Il y a plein de monde qui disent que c'est difficile, c'est de la job. Puis il y en a plusieurs qui arrêtent pour ça. Il y a plusieurs qui achètent, disons, un 16 logements, puis là, ils trouvent que finalement, les locataires, ça leur tire du jus, fait qu'ils décident de laisser faire. Ils vendent la bâtisse, puis ils disent ah, l'immobilier, c'est trop de job, c'est trop chiant. Mais au final, c'est vrai que ça peut l'être, mais si vous avez en bas de 10 portes, peut-être que vous allez avoir des locataires des fois qui vous dérangent ou qui vous prennent beaucoup de temps. Peut-être que vous allez avoir une bad luck, une réparation à faire, puis que votre investissement, finalement, ça va prendre plus de temps avant qu'il soit rentable. Mais peut-être aussi que vous allez l'avoir facile. Puis si vous avez en bas de 10 portes pour vrai, vous allez voir que ça ne prend pas tant de votre temps que ça dans une année. C'est pour ça que ça vaut la peine de le faire, l'investissement. Fait que je pense que c'est ça le plus gros mythe, c'est que c'est difficile puis que ça prend du temps. Mais au final, ça vaut la peine, je pense, pour avoir un investissement qui va être très payant dans le temps. OK. Et maintenant, j'aimerais entrer un peu plus dans la comparaison entre l'immobilier et l'investissement. On a abordé quelques points, mais je voulais voir les avantages et les différences avec toi entre la bourse et l'immobilier. Pourquoi on irait plus en immobilier au lieu de la bourse ou le contraire? Selon toi, comment on peut répondre à ça? Bien, premièrement, pourquoi qu'on irait en bourse en premier à la place de l'immobilier? Parce que ça prend moins de temps. Beaucoup plus facile. On achète des actions, on s'assit, puis on n'a pas besoin d'aller changer une toilette en fin de semaine. Ouais. Fait que, ça peut être pas mal plus facile comme ça. Aussi, il y a moyen d'avoir des meilleurs rendements. Si on trouve des titres de croissance, il y a moyen d'avoir des très bons rendements en bourse, mais encore là, il faut s'y connaître, il faut avoir la chance. Je dirais, il y a une grosse partie de chance dans la bourse, même si je trouve qu'il y a une grosse partie de réflexion. Après ça, si on se tourne vers l'immobilier, pourquoi ce serait plus avantageux? Moi, je pense que c'est moins risqué dans certains cas parce que nos revenus sont presque assurés quand on a des bails avec nos locataires. Donc, notre rendement est presque assuré. Encore là, il peut arriver une bad luck, on a un bris dans notre bâtisse qui va nous coûter plus cher qu'on pensait, puis on finit notre année dans le négatif. Donc, ce n'est pas aucunement risqué pour autant l'immobilier, mais je pense que ça l'est un peu moins. Puis, on peut prévoir d'avance nos rendements. Si on a un chiffrier Excel avec tous nos revenus, toutes nos dépenses, nos paiements d'hypothèque, puis on sait qu'à la fin, sur notre argent investi, on fait tant de pourcentage de rendement, ben, on le sait d'avance. Tandis qu'en bourse, on ne sait jamais d'avance ce qui va arriver. On peut faire des prévisions, mais on ne sait jamais quand un virus peut arriver de la Chine puis il va venir de faire baisser la valeur de nos actions. Donc, je pense que c'est un peu moins risqué pour cette façon-là, l'immobilier. Par exemple, c'est sûr qu'encore là, le gros désavantage, il y en a deux, c'est que ça prend du temps, ça prend des connaissances, puis surtout, ça prend un plus gros montant, si j'avais oublié de le dire, pour la bourse. Pour la bourse, si on a 1 000 on peut trouver un FNB qui a bien de l'allure, mettre 1 000 on a investi, on est là. Tandis que si on a 1 000 on dit je veux investir en immobilier, un peu plus difficile. Fait que, je pense que c'est ça. Je pense que les deux ont leur avantage. C'est à trouver, vous, avec votre situation, qu'est-ce qui est le best. Mais c'est certain que si vous trouvez un immeuble à cash flow positif, logiquement, sur le long terme, ça va être rentable. Puis un REIT, selon toi, ça serait un peu plus sécuritaire que des actions ordinaires? Personnellement, je pense que oui, toujours dépendant du prix auquel on achète nos actions. Mais je pense que oui. La plupart des REIT, en plus, ils sont diversifiés. Il y en a qui sont diversifiés dans leur secteur, voulant dire qu'ils ont du commercial, ils ont des bureaux, ils ont du résidentiel, etc. D'autres sont dirigés vers seulement un secteur. C'est sûr que le plus que ce REIT-là est diversifié en nombre de bâtisses puis en nombre de créneaux, le moins il va y avoir des risques.
Puis ensuite de ça, c'est vraiment de faire son due diligence, de regarder cette entreprise-là, comprendre comment elle marche, comprendre c'est quoi les risques. Ensuite de ça, si on l'achète à un bon prix par rapport à sa valeur qu'on est capable de dire, je pense qu'il n'y a pas bien de risque par rapport à ça. Puis en plus, donnant un super bon dividende, exemple qu'on achète une action d'un REIT à 4 puis finalement, dans 10 ans, avec tout le tumulte, on le revend encore à 4 Au final, on a fait 0 de gain en capital. Si cette action-là nous donnait un 6 disons, de dividende, ben, on a fait 6 de rendement sur nos 10 ans, ce qui est très bien. On s'entend, si on fait des projections et qu'on utilise 6 ça donne un bon rendement dans le temps. Mais oui. Et aussi, avec les REIT, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a le moyen de réinvestir ces dividendes périodiquement. Ça veut dire qu'au lieu de vous verser des dividendes, ils vont vous verser des actions à la valeur de vos dividendes. Fait que ça vous permet de réinvestir automatiquement, puis même d'avoir un rabais sur le prix que vous payez vos actions. Oui, puis de mon côté, j'ai pensé à ça, puis je trouvais en bourse, il y a une facilité de liquidité, donc on peut vendre n'importe quand, on peut acheter n'importe quand. Il y a ça que je trouve d'attirant. Donc avec un REIT, selon moi, de mon point de vue, ça a l'air plus facile que d'acheter un immeuble. Mais j'imagine qu'avec l'habitude, on peut mieux gérer tout ça. Ben non, c'est vrai, je n'y avais pas pensé, mais ça en est un des avantages justement à la bourse par rapport à l'immobilier, c'est qu'il y a une liquidité instantanée. Si on a besoin, on a pour 5 000 d'actions ou encore d'actions dans des REIT, c'est instantané. Le jour même, on va échanger l'action au prix qu'elle est aujourd'hui, on va avoir notre argent si on le met au marché. Tandis que si, du jour au lendemain, vous avez acheté des plex et vous voulez les vendre, on ne peut pas faire ça en une journée. Si vous réussissez à le faire en une journée, d'après moi, vous n'allez pas avoir un bon prix. Mais ça prend plus de temps, il faut trouver un acheteur, faut avoir le bon prix. En bourse, on le sait, c'est quoi le bon prix? On sait que le prix, c'est le prix auquel il se transige aujourd'hui. Il y a plein de transactions qui disent ça va être quoi le prix auquel vous allez vendre ou acheter votre action. Tandis que sur le marché immobilier, ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui courent après les deals, c'est parce qu'il y en a. Parce qu'il y a quelqu'un qui détient une bâtisse à cause qu'il l'a hérité de son grand-père. Peut-être qu'il ne connaît pas ça, l'immobilier, puis lui, il pense que sa bâtisse, ça vaut l'évaluation municipale. Tandis que peut-être que sa bâtisse vaut le double de l'évaluation municipale. Fait que, c'est là qu'on peut trouver des deals. Ça a un côté positif quand on est acheteur, mais quand on est vendeur, ça veut dire aussi qu'il faut être conscient de la valeur réelle de sa bâtisse avant de la vendre. Puis ensuite de ça, bien, il y a toujours un jeu de négociation qu'on ne voit pas en bourse. C'est pas parce que la bâtisse est affichée à 350 000 qu'elle va se vendre à 350 000. Si vous arrivez et qu'il n'y a pas d'autres acheteurs, bien, peut-être que vous allez vous en sauver et être capable de l'acheter à 300 000. Tandis que sur la bourse, il n'y a pas cette possibilité-là de négocier. Votre facilité à négocier ne sera pas un avantage en bourse, tandis qu'en immobilier, peut-être qu'elle va l'être. Oui, c'est vrai. Et en bourse, il y a des titres moins risqués et on peut utiliser certaines méthodes pour réduire les risques et augmenter la marge de sécurité. Est-ce qu'il y a le même phénomène en immobilier? Y a-t-il des types d'immeubles qui rapportent plus ou qui sont moins risqués? Ben, c'est sûr que le résidentiel, ça se trouve à être le moins risqué. Oui. Encore là, plus que vous allez avoir de bâtisses, plus que vous allez avoir une diversification de votre risque. Donc, ça, c'est positif. Sinon... y a-t-il une région qui serait moins risquée? Ben, les régions où est-ce que vous allez avoir le plus de rendement, c'est là, en cash flow, c'est là que vous allez avoir le moins de risque. Disons, un investisseur qui investit à Trois-Rivières dans une bâtisse réussit à avoir 5 de cash flow net sur investissement. Super bon, on est content. S'il arrive un imprévu, on peut utiliser ces liquidités-là pour pallier au manque ou encore pour investir dans quelque chose d'autre. Tandis que si on est à Montréal et on achète une bâtisse avec des cash flows négatifs, ça veut dire qu'à tous les mois, pour payer l'hypothèque, pour payer nos dépenses, il faut qu'on sorte une petite partie d'argent de nos poches. Là, s'il arrive un gros problème, ben, il va falloir qu'on sorte la totalité du problème, combien il coûte, il va falloir le sortir de nos poches. Fait que je dirais que le risque est plus élevé dans des régions qui sont plus chères comme Montréal et Québec. Puis là, c'est sûr qu'il y a des auditeurs qui vont se dire pourquoi les gens investissent à Montréal si les cash flows d'une bâtisse sont négatifs. Donc, il faut qu'ils sortent de l'argent de leur poche. C'est parce que les investisseurs à Montréal, ils se fient sur l'augmentation de la valeur de la bâtisse. Tantôt, j'ai dit encore là, il y a 3 façons de faire de l'argent, cash flow, capitalisation, augmentation de la valeur. Mais à Montréal, l'augmentation de la valeur était tellement intense dans les dernières années, tellement élevée que les gens n'achètent plus maintenant pour le rendement que l'immeuble va donner, mais ils font la spéculation. Ils achètent en se disant, c'est pas grave s'il va falloir que je sorte de l'argent de mes poches pendant 5 ans. Quand je vais leur vendre dans 5 ans, je vais leur vendre tellement plus cher que je vais avoir fait un super bon rendement au total. Ce qui n'est pas faux.
Sauf que c'est sûr qu'il y a plus de risques que quand on achète une bâtisse avec des bons cash flows. OK. Et est-ce que ce serait moins risqué d'acheter en cash, tout de sa poche? Non, justement, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, qui se disent tu as ton immeuble, tu as une hypothèque, puis au bout de 25 ans, il n'y a plus d'hypothèque. Fait qu'en plus, tu n'as plus de paiement hypothécaire, tu fais bien plus d'argent. Mhm. C'est pas la bonne façon de penser. Parce que si on fait comme ça, ben notre rendement sur l'équité qu'on a va être beaucoup moindre. Parce que le rendement sur équité, ça se trouve à être combien qu'on fait en bénéfice divisé par l'équité qu'on a sur la bâtisse. Si on est propriétaire de la bâtisse à 100 disons une bâtisse de 250 000, puis qu'on fait 15 000 avec, bien, on va avoir un rendement qui est acceptable, qui est en bas de 5 mais si on a une hypothèque, puis que cette bâtisse-là, on a juste 10 d'équité dessus. Fait qu'on a 25 000 à la place d'équité sur la bâtisse. On va faire un bien meilleur rendement parce que 15 000 divisé 25 000 est bien mieux que 15 000 divisé 250 000. OK. Et maintenant, j'ai pensé à deux problèmes qui pourraient affecter l'immobilier. En premier, on a la régie du logement qui prend plus souvent pour les locataires. Est-ce que ça pose problème à ceux qui possèdent l'immobilier? C'est certain que c'est un gros frein, mais je pense que la régie du logement, il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers qui sont complètement contre ça ou qui sont très fâchés après ça parce que c'est sûr que, comme tu dis, ils sont beaucoup plus là pour les locataires. Justement, la régie, ça a été mis là pour protéger les locataires. Puis au final, je pense que c'est bien parce que sinon, ça serait vraiment le Far West dans l'immobilier. Mais c'est sûr que c'est un frein. On n'est pas avantagé, mais si on a des dossiers qui vont en régie, que ce soit avec des locataires qui ne nous ont pas payés ou tout ça, si on monte bien notre dossier, puis on va gagner quand même. Si on a raison, on sait nos droits, puis on a bien monté notre dossier, on va gagner. Donc, je pense que l'important, c'est juste de tout le temps suivre les règles. OK. Encore là, on suit jusqu'à la limite, donc on est capable d'en profiter un petit peu, mais jusqu'à la limite de la règle. Puis ensuite de ça, peu importe ce qui va arriver, si vous allez à la régie, logiquement, vous allez avoir raison. Donc, il n'y a aucune chance d'être perdant. Il y a des gens qui vont pousser plus loin que la règle. Peut-être qu'ils ne vont pas se rendre à la régie. Souvent, c'est pour l'augmentation des loyers. Puis on sait comment que dans des endroits comme Montréal, ça peut créer de la frustration de voir l'augmentation des loyers à une vitesse aussi fulgurante. Ouais. Donc, je pense que la régie, même si plusieurs investisseurs immobiliers sont un peu frustrés après cette institution-là, ça a vraiment sa place au Québec. OK. Et le deuxième problème, il y a le mouvement en ligne. On le voit surtout avec la pandémie. Le monde travaille à distance, le magasinage s'en vient de plus en plus en ligne avec, par exemple, Amazon qui grossit, Walmart qui a mis son service en ligne. Est-ce que ça pourrait poser problème aux immeubles commerciaux, par exemple? C'est certain. C'est certain que c'est pour ça, justement, que quand on parlait des REIT tantôt qui sont commerciales, ils n'ont toujours pas retrouvé leur prix d'avant-pandémie. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne croient plus dans l'immobilier commercial. OK. Puis, on peut le comprendre. C'est certain que les bâtisses commerciales, avant la pandémie, s'échangeaient à des prix incroyables parce que la location dans les endroits prime est à un prix incroyable. Je pense que les entreprises vont beaucoup se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin d'autant de superficie pour leur bureau parce que les gens maintenant peuvent travailler à la maison, mais il va toujours rester des gens qui vont avoir besoin d'être au bureau. Moi, de mon côté, je ne suis pas capable. Le travail à la maison, si je suis chez moi, je suis incapable d'être productif, tandis que si je me déplace au bureau, rendu au bureau, je suis là, puis rendu là, j'ai fait 30 minutes de char, je le sais qu'il va falloir que je travaille. Ouais. Donc, je pense qu'il va y avoir une baisse, mais pas aussi importante que ce que les gens pensent. Les entreprises vont toujours avoir besoin d'avoir des sièges sociaux avec des salles de réunion au cas où. Puis, on va revenir à la réalité un jour. C'est sûr que ça va changer pour de bon sur certains aspects. Il y a des gens qui vont rester à télétravail peut-être pour toujours, mais il va toujours rester des gens qui sont réticents au changement, puis des choses qu'on ne peut pas changer. Comme un siège social, il faut avoir ça, et ça s'apprend ça. Donc, il va rester encore de l'immobilier commercial après la pandémie, c'est certain, mais c'est certain que ça va avoir changé. Puis, ça va avoir affecté la valeur des immeubles commerciaux, puis ça va avoir rendu la chose beaucoup plus difficile. Puis je pense que les institutions financières qui étaient déjà très frileuses, disons, face à l'immobilier commercial, pour les jeunes investisseurs comme moi, vont l'être encore plus parce qu'ils vont trouver qu'il y a encore plus de risques. Tu sais, déjà avant, quand tu veux acheter une bâtisse commerciale, c'est plus difficile que d'acheter un plex, un immeuble résidentiel. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé, on se rend compte que le risque est encore plus grand que ce qu'on envisage. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour de mes questions, Mathieu. Si tu pouvais résumer ça à un jeune passionné par l'immobilier qui voudrait se lancer là-dedans.
qu'est-ce que je dirais à un jeune qui veut se partir dans l'immobilier? C'est let's go, vas-y, c'est une bonne idée. Sois conscient que ça va être un investissement d'argent et de temps à long terme. Tu ne deviendras pas millionnaire du jour au lendemain, mais c'est des efforts qui vont être payants, ça, c'est certain. Mhm. Donc, le plus important, je pense, c'est de commencer par épargner, mettre de l'argent de côté parce que ça va te prendre de l'argent pour investir en immobilier. Si tu as 0 $, ça va être mal plus difficile. Il y a encore moyen de le faire, comme que je dis, avec des prêteurs privés ou avec un prêt de papa-maman, mais c'est pas mal moins facile. Ensuite de ça, important de trouver, selon moi, une bâtisse qui a des cash flows positifs ou au moins qui fait ses frais pour ne pas être obligé de sortir de l'argent de tes poches. Ensuite de ça, une fois que tu vas avoir ta bâtisse, il va falloir que tu acceptes de devenir quelqu'un de manuel parce que l'entretien sur la bâtisse, il va falloir que tu en fasses, c'est certain. Si tu n'as jamais Mhm. changé une poignée de porte, il va falloir que tu le fasses parce que c'est pas mal plus cher payer quelqu'un pour le faire que le faire soi-même. Mais ça va être quelque chose de positif parce que quand tu vas avoir ta maison, tu vas être capable de changer ta poignée de porte toi-même aussi. Toilette, plomberie, électricité, ça reste la même chose. Apprends le plus que tu peux. Quand tu n'es pas capable, c'est certain, prends un professionnel. Sinon, on va sur les groupes qu'il y a sur Facebook d'immobilier parce qu'il y a beaucoup de ressources là-dedans. Le plus populaire, c'est les mordus de l'immobilier. Ça n'a aucun sens. Peu importe la question que tu vas poser sur ce groupe-là, tu vas avoir 80 personnes qui sont dans l'immobilier depuis. Il y en a qui vont être là depuis des années, qui vont donner leur avis. Donc, ça a une valeur inestimable selon moi. Puis ensuite de ça, fonce. Il faut que tu le fasses le plus vite possible parce que tu achètes, tu attends après. Puis au pire, si finalement tu es tanné, tu revendras ton immeuble, tu vas sûrement être capable de le faire puis en sortir gagnant. Donc, je pense que c'est le point le plus important, c'est de se préparer, de faire bien ses calculs pour être sûr Mhm. d'avoir des cash flows positifs, puis ensuite de ça, de foncer, pas attendre d'avoir un deal, trouver quelque chose qui fait notre affaire, y aller. Ensuite de ça, apprendre de ses erreurs pour le prochain immeuble. Ben là, on a parlé pour les jeunes, mais ça peut être pas mal n'importe qui veut se lancer en immobilier. Ça peut être pour n'importe qui, C'est comme ça. tu dis, tu dis bien ça, Jonathan. C'est n'importe qui. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui a 60 ans, peut-être que ça va être un petit peu plus difficile pour lui Mhm. parce que l'immobilier, c'est, comme je dis, c'est sur le long terme. Mais que vous ayez 20 ou 40 ans, ça peut être profitable. C'est juste que le plus jeune que vous allez être, le plus que vous allez profiter de l'effet de vos rendements cumulés sur le temps, pareil comme en Oui, investissement. c'est ça. Mais là, c'est que les rendements immobiliers sont assez élevés, ce qui fait que c'est encore plus exponentiel. Super. Donc, on va passer à la question récurrente que je pose à chacun de mes invités. Dans le fond, Mathieu, c'est quelle personnalité que tu apprécies le plus grâce à son succès ou sa manière de penser ou ses discours? C'est une bonne question. Je te dirais que j'ai deux personnes que j'admire beaucoup, puis je vais en parler tous les deux parce qu'ils ont des cheminements qui sont assez différents. Le premier, c'est Alain Bouchard, le fondateur de Couche-Tard, qui est une des plus grosses entreprises québécoises que j'admire beaucoup. J'ai lu son livre. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous le conseille vraiment en gros. C'est une belle histoire d'entrepreneuriat. Monsieur Bouchard est parti de presque rien, si je pourrais dire, pour maintenant être un milliardaire. Il a Mhm. beaucoup travaillé pour se rendre là, puis il a fondé une entreprise qui a fait grossir, puis je pense que c'est un des modèles les plus incroyables d'entrepreneurs au Québec. Puis sinon, mon deuxième, peut-être que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Je trouve ça un peu plate parce qu'il y a un super beau parcours. C'est Olivier Primo, que tout le monde connaît au Québec. Mhm. Pour ceux qui ont. Moi, j'entretenais peut-être des préjugés par rapport à lui, comme certains d'entre vous, mais après avoir écouté son documentaire sur le club illico, j'ai compris un peu mieux son cheminement. Puis depuis ce temps-là, je l'admire beaucoup. Passer de, de quelqu'un que ses parents étaient en business, c'est certain que ses parents l'ont aidé, mais beaucoup trop de gens s'ancrent là-dessus pour dire son succès de maintenant, tandis qu'il y en a tellement fait. Oui, il y a une équipe avec lui qui l'a aidé, mais il a fait passer sa personne, son image, puis sa business à un niveau qui est incroyable, puis il continue d'impressionner avec les nouvelles choses qui sortent. Il y a toujours du succès dans ses projets entrepreneuriaux. Ça montre, je trouve que c'est un bel exemple pour les jeunes, puis chapeau à cette personne-là, Olivier Primo, je l'admire beaucoup. C'est bon. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le nom dans la description du podcast, les noms en fait. Et je te remercie beaucoup, Mathieu, de nous avoir partagé tes idées et tes connaissances aujourd'hui. Si les gens veulent te contacter, c'est où qu'ils pourraient te rejoindre? Oui, si les gens veulent me contacter parce qu'ils veulent de l'accompagnement, moi je fais de l'accompagnement en immobilier. Mhm. Donc, quand il y a des gens qui sont intéressés par l'immobilier, mais ils ne savent pas par où commencer, moi je fais de l'accompagnement jusqu'à l'étape d'achat. Donc, juste à me contacter soit sur mon Facebook, Mathieu Harel,
ou encore par courriel à mathieuharel@gmail.com. Super. Encore une fois, les liens vont être dans la description. Alors, merci Mathieu d'avoir participé à l'émission. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Super. Donc, pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com ou vous pouvez aussi partager dans la communauté du podcast La Vraie Valeur. Le lien va être dans la description. Je vous invite à vous abonner au podcast afin de ne rien manquer et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.